Hannah Arendt a beaucoup choqué en laissant entendre qu'Adolf Eichmann, c'est n'importe qui en position de pouvoir. La vérité du pouvoir, c'est le tube décrit par Lacan, les torsades de l'inconscient en forme d'un lierre autour d'un cône à l'intérieur duquel il n'y a que du vide. Alors il faut flinguer à bon escient, renvoyer les ascenseurs, ne pas se laisser oublier, avoir l'œil avisé et le réflexe prompt. Le pouvoir est une passion horrible, un astre brille par essence et 1000 planètes gravitent autour. Sa munificence le tire du néant, sa distraction peut le reléguer dans le néant. Une symbolique l'a hissé au-dessus de son étiage, il lévite béatement dans l'ouate des servilités. Ce qu'il incarne et qui le dépasse, tout pouvoir se doit de sacraliser. Le pouvoir serait-il alors malsain dans son essence, pervers dans ses effets et monotone dans ses rituels? Mais est-ce le destin de l'homme public d'incarner malgré soi un élan, un affaissement, une hantise, par l'effet d'une cristallisation qui embrasse le physique, les entourages, le passé, les habitudes, les rumeurs? Jean-Michel Apathy, bonsoir. Alors, maintenant, on va parler des amateurs, les coulisses d'un quinquennat. Alors, selon les amateurs, on pourrait penser que c'est contre Macron. Eh ben non, parce que le 12 février 2020, Macron dit « Les professionnels vous critiquent, soyez fiers d'être des amateurs ». Donc, il le revendique. Ouais. Ça, Très étonnant. Le jour où il a dit ça, il le sait pas, il s'en moque totalement, mais il m'a fait un beau cadeau. Parce que le jour où j'ai entendu ça, je me suis dit, il y a un truc à faire là. Les types qui sont au pouvoir se définissent comme des amateurs. Alors, c'est pas idiot, parce que avant les amateurs, il y avait des professionnels, on peut pas dire qu'ils aient tout réussi. Et donc, je me suis dit, il faut quand même essayer d'ausculter ces amateurs au pouvoir. Et quand j'ai proposé chez Flammarion de faire une enquête sur le quinquennat qu'on appellerait les amateurs, il a fallu à l'éditrice avec laquelle je travaille un dixième de seconde pour dire « Ok, on y va ». Alors vous dites, c'est en automne 2016, Macron, quand il n'avait pas du tout imaginé rentrer à l'Élysée. Il voulait avoir un rôle de trublion. Ouais. Et donc il n'a jamais imaginé la stature présidentielle, il n'a jamais imaginé tout ça. Il voulait pas un rôle de trublion, il voulait être sur la scène, être un acteur de la politique, être ce personnage intelligent, parce que ça, intelligent il l'est, qui nous raconterait la vie, mais il voulait pas être président. Il n'a jamais imaginé être président. Il y avait Fillon qui était une montagne qui paraissait infranchissable. Il y avait les socialistes, on a oublié, mais quand Benoît Hamon est désigné par la primaire des socialistes en décembre 2016, il a quand même 18% des intentions de vote. Et Emmanuel Macron n'a pas tout ça. Et puis après, il y a les costumes de Fillon. Benoît Hamon fait une campagne de dingue d'extrême gauche, alors il envoie des wagons d'électeurs sociodémocrates chez Macron, et puis François Bayrou qui le rallie. François Bayrou, il aurait pu rallier Fillon, hein, mais François Bayrou qui le rallie, ça fait pencher la balance. C'est son père, François Bayrou. Ah, c'est son parrain. Oui. Et donc, du coup, la route de l'Élysée s'ouvre pour Emmanuel Macron, qui n'était pas prêt à gouverner l'État, qui n'avait pas réfléchi ni à la manière dont on gouverne l'État, ni à la manière dont on s'adresse aux Français. Et ce sont des préjudices qu'on retrouvera dans la prochaine campagne électorale. Vous avez dit que son amateurisme aurait dû le pousser à la modestie, et ça a été l'inverse. C'est à la modestie, Emmanuel Macron, qui sans doute a réfléchi à beaucoup de sentiments humains, ne sait pas ce qu'est la modestie, non, pas pour lui. En tout cas. Alors, on va parler maintenant plus précisément de quelques cas. Il y a Gérard Collomb. Alors ça, c'est sidérant. En 2014, Gérard Collomb fait une sorte de burn-out, il veut arrêter, rien ne va plus, et alors qu'il y a une fragilité psychologique réelle, il est nommé ministre de l'Intérieur. Pourquoi ? Parce que Macron dit « je lui dois beaucoup ». Alors, déjà, l'épisode de 2014, moi je pensais, parce qu'on m'a raconté ça, et ça n'a pas été raconté avant que je l'écrive. Dans la campagne Macron, en 2016, à l'automne 2016, figurent dans la campagne, des rouages essentiels de la campagne, mais pas connus, des gens qui étaient issus de l'entourage de Gérard Collomb. Et ce sont eux qui racontent à tous les macronistes que leur patron a une fragilité psychologique importante. Et la campagne de 2014, le jour où il faut déposer des listes à la préfecture de Lyon, à la préfecture du Rhône, pour la municipale de Lyon, Gérard Collomb manque de ne pas le faire. Il est totalement déprimé. Vous voyez, cet épisode-là, qui n'était pas connu, Gérard Collomb a refusé de le commenter, la presse lyonnaise en a fait quelques échos, et rien n'est expliqué de tout ça. C'est curieux quelquefois comment ça fonctionne. Il y a quand même un enjeu démocratique. Les Lyonnais ont élu pour le mandat de 2014 à 2020 quelqu'un qui était dépressif. C'est quand même quelqu'un qui doit quelques explications à ses concitoyens. Eh bien, aucune explication n'est donnée.
et sans doute aucune explication ne sera donnée. Informé de cette faiblesse psychologique, notamment Alexis Kohler dit à Emmanuel Macron au moment où il faut composer le gouvernement, vous voulez à tout prix nommer Gérard Collomb parce que Collomb est le premier grand élu qui vous a incité à vous lancer dans la campagne présidentielle, donc c'est une forme de remerciement. Collomb a mis ses réseaux au service de Emmanuel Macron, il a mis le savoir qu'il a de la politique au service d'Emmanuel Macron. Et donc Emmanuel Macron veut le récompenser, mais Kohler lui dit, pas l'intérieur. C'est un poste trop lourd pour lui qui est peut-être fragile psychologiquement. Emmanuel Macron passe outre, il passe outre aussi le conseil de François Hollande. François Hollande lui dit, nomme à l'intérieur quelqu'un en qui tu as confiance. Il nomme Gérard Collomb, encore qu'il ait confiance en lui, c'est plutôt pour la suite que le conseil de François Hollande ne sera pas suivi. Mais Gérard Collomb, effectivement, d'une part se révèle faible à l'intérieur, nostalgique de Lyon, Il passe son temps à Lyon. aussi souvent à Lyon que Place Beauvau, ce qui inquiète beaucoup les grands flics. Gérard Collomb ne supporte pas Édouard Philippe, le côté ironique d'Édouard Philippe l'indispose complètement, et Gérard Collomb sera terriblement malheureux Place Beauvau, peu impliqué Place Beauvau. Et quand survient l'affaire Benalla, on est donc en juillet 2018, alors là, c'est le burn-out complet. Gérard Collomb est inatteignable pour les membres du gouvernement, pour le Premier ministre, peut-être un peu moins pour le Président de la République, parce qu'il a l'impression que cette affaire-là, beaucoup de choses sont faites dans son dos, et il n'a plus envie d'être ministre de l'Intérieur. Alors, autre affaire sidérante, pourquoi en 2016, le premier homme politique que va voir Macron est Philippe de Villiers? Ah, alors c'est une histoire... Non, c'est en 2016, c'est août 2016. Ouais. Alors, Puy du Fou. Au Puy du Fou. Emmanuel Macron est un personnage qui change souvent d'avis. Et il le fait d'autant plus facilement qu'il a oublié l'avis précédent. Donc il dit quelque chose sans bien comprendre que c'est contradictoire avec ce qu'il a dit précédemment. Et donc, avant d'être candidat, quand il cherche à imposer sa personnalité dans le débat public, il va effectivement opérer cette transgression, aller au Puy du Fou, se montrer devant des caméras de télévision avec Philippe de Villiers. Alors qu'il est membre du gouvernement de François Hollande, le copinage n'est pas évident. Et là, un journaliste lui dit, mais enfin, aucun socialiste n'est venu au Puy du Fou. Et Emmanuel Macron répond, pour vous dire la vérité, je ne suis pas socialiste. Alors même que 2 ans avant, devant des patrons, quand il était arrivé au ministère de l'économie, il avait bassiné... C'était au mois de décembre 2014 des chefs d'entreprise en leur disant « Je suis socialiste, être socialiste c'est important, c'est nécessaire dans l'économie moderne que l'on vit, patati patata ». Et là, livré à l'appétit de l'élection, eh bien, il dit quelque chose qui est totalement contradictoire avec ce qu'il disait avant de lui-même. Et Philippe de Villiers, derrière, doit bien s'amuser de tout ça, de l'inconséquence et de l'immaturité, au fond, d'Emmanuel Macron, qui est capable de dire des choses auxquelles il ne croit pas, auxquelles il ne pense pas, parce que dans la circonstance, ça le sert. Il y a une inconstance chez Emmanuel Macron qui est assez stupéfiante, qui va beaucoup irriter Édouard Philippe. Évidemment. Alors maintenant, on va parler d'Édouard Philippe. Et de ce duo, vous dites qu'il y en a un, c'est Belmondo dans Le Magnifique, l'autre, c'est une sorte de Jospin avec un tout petit peu plus d'humour. Et vous dites, ils n'ont aucun point commun. Aucun. Et par exemple, Mitterrand et Rocard se détestaient, mais au moins ils avaient vécu une aventure ensemble. Édouard Philippe et Macron n'ont même pas vécu d'aventure ensemble. Ils se connaissent pas. Ils se connaissent pas. Et plus que ça, ils ne feront pas l'effort de se connaître. Quand Emmanuel Macron propose à Édouard Philippe de devenir son Premier ministre, les jours, les mois, les années, puisqu'ils passeront plus de 3 ans ensemble, qui vont suivre, ils ne chercheront pas à dîner ensemble, à se fréquenter en dehors des nécessités du travail, à briser la glace. Et donc, du coup, ces 2 caractères très opposés ne chercheront pas à voir ce qui éventuellement peut les amuser tous les deux, peut les rendre sympathiques l'un à l'autre, peut entraîner chez l'un une compréhension, donc une forme d'indulgence pour l'autre. Ils resteront 2 étrangers. Édouard Philippe est quelqu'un qui décide lentement, mais une fois que quelque chose est décidé, on ne fait pas changer d'avis. Il peut aller jusqu'à s'entêter gravement. L'affaire des Gilets jaunes l'a montré. Emmanuel Macron, c'est l'inverse.
la vérité du matin n'est pas forcément celle du soir. Il faut le suivre, Emmanuel Macron. Mmh. Il est ondoyant. Et donc, du coup, ces deux caractères-là, au pouvoir, auront beaucoup plus de moments de friction, d'incompréhension. Édouard Philippe sera très souvent agacé, pour être poli, par Emmanuel Macron. Mais évidemment, comme Emmanuel Macron est le patron, Édouard Philippe va accepter cette forme de, parfois quand même, de mauvaise manière que lui fait le président de la République, parce que pour lui, Édouard Philippe, être à Matignon, de manière totalement surprenante, c'est un tel accélérateur de carrière qu'il faut bien supporter les caprices du chef. Vous lui dites, un aime l'État, l'autre s'aime lui, un aime l'aventure, l'autre déteste l'aventure. Et finalement, Édouard Philippe dit, bah, je vais tout supporter comme Oui. j'ai touché le pactole, C'est et ça. je vais engranger, et encore maintenant, il pense peser sur la présidentielle. C'est bien parce que, peser sur la présidentielle, peser sur la suite de la Mmh. présidentielle, c'est bien parce qu'il a été pendant plus de 3 ans à Matignon, qu'Édouard Philippe, qui est la seule révélation de ce quinquennat, qu'Édouard Philippe peut penser créer un parti et jouer un rôle. La présidentielle, il va soutenir Emmanuel Macron. Mmh. Et là, il y a deux hypothèses. Soit Emmanuel Macron est réélu et il sera un partenaire, Édouard Philippe, exigeant de la majorité, soit Emmanuel Macron est battu et Édouard Philippe sera le premier opposant au nouveau président de la République. Donc Édouard Philippe, en passant 3 ans à Matignon, a trouvé un rôle de premier rang, Mmh. de premier niveau dans la République, qu'il doit bien entendu à Emmanuel Macron, mais il n'est pas prêt à le remercier. Hein. Ça, c'est pas vrai. Alors, maintenant, on va parler de ce rendez-vous lunaire que vous avez avec Sarkozy. Ah. C'est merveilleux. Il vous engueule pendant 15 minutes car vous avez parlé de ses méthodes de voyou. Une demi-heure. Une demi-heure. C'est long, vous savez, une demi-heure. Ouais. Se faire engueuler. J'avais souhaité voir dans cette enquête, c'était un peu un prétexte, mais Nicolas Sarkozy, comme François Hollande, parce qu'avoir tous les présidents de la République vivants, c'est chic, voilà. Et j'avais proposé à Nicolas Sarkozy une rencontre sur le thème Emmanuel Macron est impopulaire, vous l'avez été, comment on gouverne dans l'impopularité. Et puis, on me dit d'Emmanuel Macron qu'il est le président des riches, on disait ça aussi de vous, alors comment est-ce que... Bon, tout ça, c'est un peu du vent, mais enfin bon... Je voulais rentrer dans le bureau de Nicolas Sarkozy et parler d'Emmanuel Macron avec lui. Et quand il m'accueille, je savais qu'il allait m'engueuler parce qu'il fait toujours ça tout le temps, mais je pensais que ça serait bref, quoi. Et quand il m'accueille, il m'offre vous voulez chocolat Bon, pas de chocolat, non, il s'assoit. Il prend une chemise rouge et il dit alors, là, vous avez déclaré l'affaire libyenne, qu'il y a un mystère sur l'affaire libyenne. Bon, peut-être, oui. Bon, on va parler de ça maintenant. Si, on va parler de ça, oui. Et puis, vous avez dit, à propos de Paul Bismuth, que ce sont des méthodes de voyous. Et pendant une demi-heure, alors, non seulement il est en colère, mais il a des expressions, pour le coup, qu'on n'attend pas d'un ancien président de la République. Vous ne seriez pas journaliste, je vous mettrai mon poing dans la gueule. Vous n'allez pas vous essuyer vos chaussures dégueulasses sur moi. J'ai failli éclater de rire quand tu m'as dit ça. Et donc il y avait 2 de ses collaborateurs qui étaient là, qui jouissaient de me voir battu comme plâtre par Nicolas Sarkozy, qui était dans un état de nerfs incroyable. Et puis, au bout d'un moment, quand même, il est obligé de débrancher un peu la colère parce qu'il a expulsé beaucoup de méchanceté. Et puis il me dit, bon, là, vous êtes venu pourquoi là? Bah, pour rien, monsieur, on va se quitter, hein, voilà. Mais alors, ce qu'il vous dit, c'est, il vous dit, j'ai pas été condamné, donc vous me condamnez d'avance, mais alors, on pourrait dire, maintenant, il a été condamné, donc est-ce que vous lui avez reparlé Non, je lui ai pas reparlé, non, j'ai pas reparlé. En fait, je pensais que j'aurais des échos de son entourage, tout ça, mais non. Mais non, je lui ai pas reparlé, voilà, mais si je le croise, je lui dirai bonjour président, et puis j'attendrai de me faire un peu engueuler, puis on passera à autre chose après. Alors, maintenant, on va parler de l'affaire qui, peut-être, a fait passer ce livre un peu sous silence, parce qu'il y a eu assez peu de presse écrite, on en parlait. Et d'ailleurs, il y a un petit débat, parce que bon, on n'est pas forcément d'accord, c'est Nicolas Hulot. Alors, Nicolas Hulot. On va recadrer les faits. Alors, il y avait une petite fille d'un président. Ça, c'est pas très important. Voilà. Il y a une femme. Il y a une femme. Oui. Qui a déposé plainte pour viol. Alors, en 2008, juillet 2008, une femme franchit la porte d'une gendarmerie dans les Landes pour raconter sa rencontre avec Nicolas Hulot qui remonte à 11 ans en arrière, juin 1997. Et le récit qu'elle fait aux gendarmes de cette rencontre amène les gendarmes à qualifier la rencontre de viol. Et donc une plainte est déposée. La plainte est déposée hors délai judiciaire. Donc les faits sont prescrits. Et nous-mêmes, le grand public, ne connaît l'existence de cette plainte que 10 ans plus tard, en février 2018. Donc il y a
3 séquences très éloignées les unes des autres. La rencontre, 97, la plainte, 2008, et la connaissance de la plainte, 2018. Nicolas Hulot entre dans le studio de Jean-Jacques Bourdin sur BFM et RMC le jeudi 8 février 2018. Personne ne sait à ce moment-là qu'une plainte contre viol a été déposée, une plainte pour viol a été déposée contre lui, puisque le papier ne sera publié que le lendemain. Et le seul qui sait cela, c'est Nicolas Hulot. Le seul qui connaît l'affaire, c'est Nicolas Hulot. Et il est chez Bourdin qui n'a pas lu le papier et qui ne connaît rien à l'histoire. Mais qui sait qu'une plainte pour viol a été déposée et qu'elle sera publique le lendemain. Donc Nicolas Hulot amène un scoop à Jean-Jacques Bourdin. Jean-Jacques Bourdin interroge Nicolas Hulot d'une manière inacceptable. Vous souffrez? Ça vous fait mal? Vous allez démissionner? Demande-t-il à Nicolas Hulot. Mais s'il y a une plainte pour viol, déposée 11 ans après la rencontre, on peut quand même imaginer que la souffrance, elle est peut-être pour Nicolas Hulot, mais aussi pour la personne qui a porté plainte. Or, Bourdin se moque complètement de la victime. Quand Nicolas Hulot sort du studio, la victime, c'est lui. Parce que oui, ça m'a fait mal, dit-il, on a fait pleurer ma femme, on a fait pleurer mes enfants, et tout ça, c'est insupportable. Et on nous a dit, quand l'affaire MeToo, enfin l'affaire, le mouvement MeToo a concerné les sociétés occidentales, qu'il fallait savoir écouter les femmes qui se plaignaient des violences sexuelles dont parfois elles étaient les victimes. Et là, nous avons 2 hommes qui nient complètement la notion de victime pour la femme qui a porté plainte. C'est assez insatisfaisant. Emmanuel Macron, dès que Nicolas Hulot est sorti du studio, fait savoir par son porte-parole que le fait que l'un de ses principaux ministres soit accusé de viol, eh bien, il accueille cela avec une sérénité de marbre. Ah ben, non. Et Marlène Schiappa, qui est chargée de la lutte contre les violences faites aux femmes dans le gouvernement, dira de Nicolas Hulot qu'il est un homme bien. 3 jours après, dans le journal du dimanche, sous-entendu, la femme qui dépose plainte n'est pas une femme bien. Et voilà comment, en quelques heures, on a nié complètement le statut de victime à une femme qui a déposé plainte. Le fait qu'elle dépose plainte ne veut pas dire qu'elle a été violée. La justice n'a pas pu enquêter puisque les faits étaient prescrits. Mais le fait que nous ne nous soucions pas de la victime montre bien le chemin qu'il reste à faire dans la société pour prendre conscience de ce qu'est le drame, le traumatisme des violences que subissent des femmes. Au bout de cette chaîne, ce sont les féminicides. Quand il y a un féminicide, on dit comment ça s'est produit, il faut aider les femmes, il faut les protéger contre leurs conjoints violents. Mais ça, c'est le bout de la chaîne. Il faut s'intéresser à toute la chaîne. Et là, nous avons montré que nous n'étions absolument pas à la hauteur du sujet. Et je raconte cette histoire-là. Je mets en cause Jean-Jacques Bourdin, qui dans cette interview a été en dessous de ce que doit être le journalisme. Et j'apporte un témoignage dans ce récit qui tente à montrer qu'il y a chez Nicolas Hulot quelque chose qui relève d'un système pour rencontrer des jeunes femmes. On va en parler. Et de tout ça, la presse ne veut pas en parler. Et c'est une démonstration qui n'est pas très glorieuse pour la presse et pour la société française. Alors on va parler de votre enquête avant de parler de la prescription. En 97, cette dame est photographe stagiaire, elle a produit aucun travail. Okay. Et étrangement, pour l'exclure de sa maison en Corse, Hulot l'a choisie sur photo, alors qu'elle n'a produit aucun travail. Sur photo, la photo de son visage. De profil. Et elle dit, je veux venir avec quelqu'un pour faire ce reportage. Hulot exige qu'elle vienne seule. Et quand elle revient de ce reportage, elle dit, je ne travaillerai plus. Et d'ailleurs, elle n'a plus jamais travaillé comme dans ce métier-là. Et donc, sa vie, en quelque sorte, a été modifiée par Nicolas Hulot. Bouleversée. Et vous dites, il n'y a pas eu de traitement particulier pour Hulot, parce que c'est pas une question de pression, il n'a pas fait pression sur le journaliste, mais il a fainéanti des journalistes. Ah oui, c'est-à-dire que... Évidemment, c'est une histoire compliquée. La victime ne parle pas. Ouais, c'est le gros problème de l'histoire. Alors, mettons que ce soit le problème. Enfin, c'est ce qu'il a dit. Voilà. La victime ne parle pas. C'est un problème. Pour les journalistes, c'est un problème. C'est ça, bien sûr. Si la victime parlait, ce serait tellement plus simple. Mais la victime ne parle pas. Et les faits sont prescrits.
Donc, la presse est devant deux obstacles. Le choix global de la presse, c'est, puisqu'il y a deux obstacles, on parle d'autre chose. Mais on peut essayer de contourner les obstacles. Peut-être on parlera de la prescription après, mais... Oui, parce que c'est un peu le sujet aussi. Oui, alors il faut raisonner sur la prescription. Un témoignage, celui du patron de la jeune photographe, tente à montrer que Nicolas Hulot a insisté pour que cette jeune photographe, 19 ans, vienne seule chez lui en Corse, il a 42 ans. Et il insiste tellement que on a envie, des années après, de le confronter au témoignage du patron de presse qui raconte cette insistance. Et Nicolas Hulot, quand on veut le questionner sur le sujet, dit « J'ai tout raconté à Jean-Jacques Bourdin, il n'y a plus rien à raconter, donc je ne raconterai plus rien ». Quel est l'enjeu? C'est de savoir si la plainte pour viol a été déposée parce qu'une violence a été commise, une violence de quelle nature? Ce sur quoi nous essayons de réfléchir, c'est sur la force du désir masculin. Est-ce qu'il doit s'imposer aux femmes? Peu importe, est-ce que la femme partage ou pas le désir, n'est pas important. Le désir masculin doit être plus fort que tout. C'est à travers cette histoire-là, une histoire individuelle, une leçon collective qu'il faut essayer d'établir. Si on comprend que un homme impose par la violence psychologique ou parfois physique son désir à une femme, eh bien c'est une attitude qu'il faut modifier. Parce que au XXIe siècle, l'acte sexuel ne peut procéder que de deux envies communes. Et on ne peut pas, comme dans des temps lointains, légitimer le désir de l'homme sans se soucier du consentement de la femme. Et donc il y a dans cette histoire un enjeu. Et le témoignage que j'apporte de Gökçin Sipayoğlu, qui était le patron de la jeune photographe, tente à montrer que le désir de l'homme était très fort. Qu'y avait-il exactement derrière ce désir? Ce serait bien que Nicolas Hulot accepte de parler de cela, puisqu'encore une fois, une plainte pour viol a été déposée. Les faits étaient prescrits. C'est ça le nœud gordien du problème. Ah, on peut dire deux choses, une qui tient précisément à cette histoire et puis une autre de manière plus générale. La photographe dépose plainte en juillet 2008 et Nicolas Hulot est entendu à sa demande, puisqu'il était informé de la plainte. Je ne sais pas comment il a été informé, mais il est entendu à sa demande par les gendarmes de Saint-Brieuc en août 2008. Et le procureur de Morlaix, en octobre 2008, va produire ce document que les juristes devraient étudier avec plus d'attention parce qu'il y a quelque chose qui cloche. Le procureur de Morlaix dit d'abord « les faits sont prescrits ». Donc, la justice n'a pas pu se mettre en route. Effectivement, il n'y a pas eu d'enquête et il n'y a pas eu de confrontation. Mais il ajoute « et en tout état de cause », je cite précisément le document, en tout état de cause, ces faits ne sont pas établis. Comment le procureur de Morlaix peut-il dire dans le même raisonnement que les faits sont prescrits, donc la machine judiciaire ne se met pas en route, et les faits ne sont pas établis? Mais ça ne va pas du tout, ça. Le procureur de Morlaix ne peut dire que les faits ne sont pas établis que s'il y a eu une enquête. Il n'y a pas eu d'enquête puisqu'il y a prescription. Donc on a l'impression que ce document est un document de complaisance en faveur de Nicolas Hulot. Parce que Nicolas Hulot et son avocate, aujourd'hui encore, font le tour des rédactions pour dire « Attendez, là, il y a un connard qui parle de cette histoire-là, mais regardez le document, ce qu'a écrit le procureur de Morlaix. » Donc déjà, si on s'intéresse attentivement à cette histoire, il y a quelque chose qui pose problème. Et la prescription, en règle générale, il faut avoir conscience de ceci. C'est ce que nous disions avoir compris du mouvement MeToo, mais en fait, on n'a pas compris. Une femme qui subit une violence sexuelle est une femme qui se trouve honteuse, culpabilisée et isolée. Elle ne partage pas son expérience. Elle n'a pas envie d'en parler en public. Elle hésite beaucoup à aller, c'est une règle générale, vers les autorités, parce que la réception des autorités n'est pas toujours celle de l'écoute, mais souvent du dénigrement. Comment vous étiez habillé? Est-ce que vous êtes sûr que ce n'est pas de votre faute? Et donc, du coup, beaucoup de temps peut se passer. Et ce que nous a appris, mais en fait, nous n'avons rien appris. Le mouvement MeToo,
c'est qu'il fallait écouter une femme, essayer, peu importe la prescription, d'expertiser le récit qu'elle fait. Et précisément dans l'histoire de Nicolas Hulot, on s'est dépêché de ne rien expertiser. C'est prescrit, on circule. Qui est la victime? C'est Nicolas Hulot. Parce qu'il y a une plainte, donc c'est lui qui souffre. On a, sur cette histoire, été infidèle à tous les principes et à toutes les leçons que nous avons pensé pouvoir tirer de ce mouvement qui est un mouvement important, parce que il faut regarder les archives. À l'automne 2017, des femmes descendent dans la rue. En France, mais c'est vrai dans beaucoup de villes, des pays qui nous ressemblent, avec des pancartes. J'ai été violée il y a 30 ans, 40 ans, 50 ans. Je vis avec ça. Ma vie a été bouleversée par ce phénomène. On le voit, les violences sexuelles, c'est un tout, avec ce que vit l'Église. Des personnes qui ont témoigné devant la commission qui a été formée à cet effet et qui racontent à 60 ans, à 70 ans, comment un fait survenu des décennies avant a impacté leur vie. Il y a un enjeu social important dans la prise de conscience des dégâts que provoquent les violences sexuelles. Et donc, pour moi, l'affaire Hulot a une dimension pédagogique importante, symbolique importante. Pas symbolique, en fait, plus concrète que symbolique, mais elle a une valeur démonstrative importante. Et je m'agace un peu de voir la presse qui se détourne avec acharnement de l'histoire que je raconte. Et je pense, hélas, que je n'arriverai pas à percer le mur du refus. C'est un monde que je connais, des contacts avec les journalistes qui pourtant suivent ces affaires-là dans les rédactions qui sont souvent décevants. Peut-être que la personnalité de Nicolas Hulot joue en sa faveur, son immense popularité, méritée pour des combats qui sont sur l'écologie, mais peut-être aussi qu'une forme de déni de la part des journalistes fait que on ne veut pas parler, vraiment, sérieusement, de ce problème-là qui est un problème difficile, mais auquel la société doit se confronter. Mais parce qu'il y a tout un mouvement d'avocats aujourd'hui qui veulent revenir sur l'idée de prescription, parce que ce que pourraient vous dire des partisans de Nicolas Hulot, c'est qui condamne? Parce qu'à partir du moment où il y a la prescription, dans ce cas-là, c'est qui? C'est le tribunal médiatique qui condamne? Donc est-ce que votre raisonnement, ça ne revient pas à remettre en cause la prescription? Oui, le raisonnement revient à mettre en cause la prescription. Si on prend en compte le fait que la violence sexuelle est une violence que la victime peut héberger longtemps en elle, soit en souffrant consciemment, soit en souffrant inconsciemment, on parle de mémoire traumatique, pour vous aider à survivre, la mémoire gomme les faits délictueux, et puis peut, dans une occasion particulière, les faire ressurgir. Donc effectivement, la prescription, qui peut être entendue pour un conflit de voisinage, qui peut être entendue pour un délit fiscal, qui peut être entendue... la notion de prescription mériterait d'être revisitée, je crois. Est-ce que là, on n'est pas dans une sorte d'entre-deux un peu dangereux? C'est-à-dire qu'en même temps, par exemple, ça a été le cas pour Richard Berry, en même temps, on dit qu'il y a prescription, donc on ne s'intéresse pas aux faits, donc on ne fait pas d'enquête, et en même temps... on n'a pas non plus envie de faire comme si c'était rien passé. Donc on est dans un entre-deux un peu ambigu. On est dans une ambiguïté. Oui, on est dans l'ambiguïté, dans la difficulté. Je pense qu'il faut, quand on est confronté à ce type de questions, à travers des cas concrets, il faut essayer d'écouter, de comprendre, de poser des questions. Et je pense que quand on a en face de soi quelqu'un qui est accusé de viol, lui poser d'autres questions que ça vous fait souffrir. C'est plutôt... moi, quand j'ai écouté l'interview de Jean-Jacques Bourdin, le 8 février 2018, je me suis dit, mais en fait, la question qu'il faut poser, c'est la question de la rencontre. Comment un homme de 42 ans et une femme de 19 ans se rencontrent? Et puis, vous savez, il n'y a que dans l'esprit des hommes qu'on pense que les femmes de 19 ans, les jeunes femmes, donc, on peut dire ça, jeunes femmes de 19 ans, tombent instantanément sous le charme d'un homme de plus de 40 ans, au point d'avoir envie de faire l'amour avec lui. Ça arrive. Bon, pas tous les jours. Alors, il y a une chose qui est sidérante dans cette histoire, c'est Mazarine Pinjot. Mazarine Pinjot écrit un livre, histoire de sa nièce,
une histoire d'une sorte de prix Nobel qui viole une jeune photographe, c'est ça? Et vous allez la voir, vous dites, c'est l'histoire de Hulot. Et elle vous dit non, absolument pas. On revient au droit. Hum, Si Mazarine Pinjot dit oui, c'est l'histoire de Nicolas Hulot, bah, probablement qu'une plainte en diffamation est déposée. hum. Donc elle dit non, c'est pas Nicolas Hulot. Ouais. Voilà. D'ailleurs, vous avez dû changer 2 phrases dans votre livre. C'était lesquelles, vous dites? Alors j'ai changé le chapitre qui est intitulé, je crois, tentative de viol. Je l'avais appelé Nicolas Hulot, le ministre de viol. Donc on a mis la tentative de viol. Et puis ah oui, en fait dans ce chapitre-là, je concluais le chapitre. Je dis que Mazarine Pinjot, dans ce livre, le titre est Se taire, explique que la jeune photographe, du coup, a abandonné son métier après avoir rencontré le prix Nobel. Et j'ai fait une phrase que l'avocat de Flammarion a jugée ironique et ambiguë. Il avait raison. J'ai fait une phrase en disant on se demande où les romanciers vont chercher tout ça. Ah oui. Et il a recommandé de l'enlever, je n'ai pas bataillé, on l'a enlevé, parce que voilà, ça ne change pas grand-chose au livre. Mais alors, il y a un parallèle que j'ai pas tellement compris, c'est le parallèle avec PPDA. Parce que vous dites, parce que dans le cas de PPDA, on est complètement autre chose. J'en parle pas dans le Non, livre. vous n'en parlez pas, mais dans les interviews. Parce que dans le cas de PPDA, les faits ne sont pas prescrits. Donc là, on est dans le cadre d'une enquête. Pourquoi ce parallèle? Alors, j'ai parlé de Patrick Poivre d'Arvor dans une interview sur France Inter. Qu'on a fait un mercredi avec Sonia De Villers dans l'émission qui s'appelle L'Instant M. Et j'ai dit à Sonia De Villers, comme je vous le dis à vous, que la société, en fait, dans son ensemble, est globalement insensible ou insuffisamment sensible aux questions des violences sexuelles faites aux femmes. Et j'expliquais ce mercredi, pour apporter une preuve supplémentaire du sentiment qui est le mien, j'ai noté que le lundi précédent, donc 2 jours avant, le Parisien signale tous les jours, le Parisien, 2 anniversaires, signale à ses lecteurs que c'est l'anniversaire de Patrick Poivre d'Arvor, 74 ans. Comme le Parisien l'avait signalé l'année d'avant, quand Patrick Poivre d'Arvor avait 73 ans. Il s'est rien passé entre les deux? Ah si, il s'est passé quelque chose. Il s'est passé que, en général, les femmes ne prennent pas la parole dans ces affaires-là. Mais là, beaucoup de femmes ont pris la parole. Elles sont 23 à avoir raconté des scènes, alors les 23 fabuleux peut-être, des scènes terribles de violence qu'elles ont subies, disent-elles, de la part de Patrick Poivre d'Arvor. Donc les plaintes sont en cours, les procédures judiciaires sont difficiles. Il y a eu une première déclaration de prescription, puis de non-lieu dans l'une des affaires. Des plaintes nouvelles ont été déposées, des instructions demeurent. C'est un peu marchandé, mais tout de même, le Parisien pourrait signaler l'anniversaire d'autres personnalités que de celle-là. Tant qu'un doute existe, et c'est pour ça que j'étais amené à mêler Patrick Poivre d'Arvor en parlant de mon livre. Et alors, une question sur Patrick Poivre d'Arvor. Est-ce que vous pensez que les enquêtes peuvent aussi être bâclées et mal faites, ou est-ce que si jamais Patrick Poivre d'Arvor est innocenté, vous trouvez que dans ce cas-là, il faut le rétablir dans tous ses droits? Ah oui, je pense qu'une accusation n'est pas la preuve de la violence. Non. Mais est-ce que vous pensez que les enquêtes qui ont pu être faites ont pu être bâclées, mal faites, qu'il faudrait changer notre façon d'enquêter? Parce que ça, c'est un autre débat. Oui, c'est un autre débat. Là, en l'occurrence, concernant Poivre d'Arvor, je ne sais pas. Enfin, pour le coup, si je me prononçais, ce serait pas bien, quoi. Après avoir écrit sur Nicolas Hulot, j'ai lu, je les avais lus déjà, hein, parce que Le Monde en avait publié plusieurs. J'ai lu les témoignages qui concernent Patrick Poivre d'Arvor. Du coup, j'ai été contacté par d'autres femmes qui n'ont pas forcément raconté publiquement, mais qui, pour le coup, me l'ont raconté là. Bon, ça secoue quand même. Hein. Alors, on va changer de sujet, on va finir sur ça. C'est difficile d'imaginer que la seule chose qui puisse agiter des femmes qui déposent plainte, c'est difficile d'imaginer, ça peut arriver. Donc il faut une expertise. Hein. Ce soit la volonté de nuire,
la volonté de se mettre en avant, Hmm. de se faire de la publicité. C'est difficile à imaginer. Hmm. Ça peut arriver, hein. Mais Et vous pensez que, parce que là on parle de personnalités très aimées, Hulot était la personnalité préférée des Français, Patrick Bavard est un journaliste mythique, est-ce que vous pensez que quand on fait une enquête sur quelqu'un de très aimé, de très bien considéré, il n'est pas considéré de la même manière qu'un citoyen lambda? de toute façon, il peut pas être considéré Oui, de voilà. la même manière. Et puis, si c'était un citoyen lambda, on n'en parlerait pas. Voilà, c'est ça. Donc, tout est différent. La notoriété modifie un peu la situation. Mais au fond, c'est pas important. Ce à quoi nous devons réfléchir, c'est à cette violence singulière qui brise des vies. Et je pense que nous n'y réfléchissons pas assez. Et l'exemple de gens connus permet d'y réfléchir. Après, la notoriété, elle fausse tout le temps tout. Dans tous les domaines, au fond. Donc, Mais vous pensez pas que dans les enquêtes sur ces gens-là, on est plus indulgent parce qu'ils sont... non, je ne dirais pas ça. Ouais. L'indulgence, non, parce que ce serait faire un procès d'intention. En revanche, je vous signalais l'écrit du procureur de Morlaix. Je doute, mais je me trompe peut-être, que le procureur de Morlaix ou d'autres procureurs aient pu écrire dans un même mouvement de la pensée que des faits étaient prescrits et que des faits n'étaient pas établis. Ah oui, parce qu'il n'y a pas eu d'enquête. Ben non. Ouais. Donc, comment expliquer cette contradiction magnifique, sinon par la personnalité de celui qui est en cause. Moi, je n'ai pas d'autre explication, peut-être qu'il y en a d'autres. Hein. Alors, maintenant, on va finir sur Éric Zemmour. Ah, Et cette question, parce que lui aussi, c'est un amateur. Et alors, vous dites, c'est sidérant ce qui se passe, parce que Zemmour a un programme qui est encore plus radical que celui de Jean-Marie Le Pen des années 80. C'est-à-dire qu'il a un programme, il ne demande pas simplement l'immigration zéro, comme le demandait Jean-Marie Le Pen des années 80, il demande la remigration. Donc il va encore plus loin. Et vous dites, la différence, c'est qu'à l'époque, on parlait de l'eupénisation des esprits, mais Jean-Marie Le Pen n'avait pas de lien avec les représentants de la droite traditionnelle. Or là, on est face à quelqu'un qui est plus à droite que Jean-Marie Le Pen, mais qui discute avec Wauquiez, discute avec des représentants de la droite traditionnelle, et surtout à une émission de télé. Enfin, avec. c'est incroyable. Hein. La société française, une partie d'entre elles en tout cas, s'est longtemps demandé comment se débarrasser de Le Pen. Ben voilà, c'était Zemmour. Est-ce que c'est une bonne chose à l'usage Éric Zemmour est raciste. Enfin, faut mettre aucun qualificatif. Il est raciste. La justice l'a dit. À 2 reprises, il a été condamné de manière définitive. Voilà. Et une myriade de propos qui sont à lui le prouvent amplement. Raciste, l'objet de son racisme, ce sont les musulmans, les arabes, l'islam. Voilà. L'islam, comme religion, il dit qu'elle est incompatible avec la République, d'où, écoutez, si elle est incompatible, on l'interdit. Enfin bon. Et la violence d'Éric Zemmour devrait mettre beaucoup de gens à distance d'Éric Zemmour. Or, vous le disiez, c'est l'inverse qui se produit. Toute une partie de l'électorat de droite qui aurait pu partager les idées du Front National puis du Rassemblement National n'allait pas jusqu'à voter pour les Le Pen parce que les Le Pen étaient infréquentables. L'antisémitisme, les liens avec l'extrême droite. Éric Zemmour gomme cet empêchement. Et Éric Zemmour est une passerelle, un pont entre l'extrême droite et la droite républicaine, sur des bases extrêmement radicales, totalement contraires avec les valeurs de la République. Éric Zemmour, c'est l'anti-France qui arrive à réunir 2 électorats qui se disent patriotes, plus patriotes que les autres courants de pensée que l'on connaît dans la démocratie française. C'est une suite de paradoxes et de contradictions qui montrent que la politique n'est pas rationnelle, que c'est une affaire de passion, et que le discours très simple, il y a trop d'Arabes en France, est un discours qui peut lui ouvrir la porte de l'Élysée. Alors, vous dites que les médias ont fabriqué Zemmour, mais oui, bien sûr. est-ce qu'on dit souvent que les médias, France Inter, sont trop à gauche, etc. Mais est-ce qu'il n'y a pas également le rôle de CNews c'est que met Zemmour tous les soirs avec toutes les grandes personnalités, Bernard-Henri Lévy, etc., qui vont débattre avec lui, et qui quand même a une grille de programme. C'est assez amusant, quand ils ont remplacé Éric Zemmour, quand Éric Zemmour a quitté Face à l'info, ils l'ont remplacé. Et le plateau était constitué de
Mathieu Bock-Côté, Charlotte Dornelas, Eugénie Bastier et Marc Menant. On peut pas- Il y a 3 personnes de ce plateau qui font partie de ce qu'on pourrait appeler à droite ultra-conservatrice et une de la droite modérée. Mais on peut pas dire que ça soit très équilibré. Non. Est-ce que on vous peut dire pensez ça. qu'il y a quelle est la volonté de CNews? Il y a un rôle, il y a un... Ah, la volonté de CNews aujourd'hui, c'est de réunir autour de ces émissions le plus possible des lecteurs de droite, de droite. Voilà, ils ne traquent pas le gauchiste à CNews. Hein. Mais la responsabilité de la presse, elle est dans l'étape précédente. Ah oui. Quand Éric Zemmour commence à être condamné, la première condamnation date de 2011, le Figaro lui apporte la respectabilité, RTL le recrute alors même qu'il est condamné et iTélé déjà lui donne une audience importante. Pourquoi est-ce un problème? La justice condamne quelqu'un pour racisme. Dieudonné. Alors le racisme concerne les juifs. Mais Dieudonné n'est plus visible dans la société française. On considère que l'expression antisémite vous met au banc de la nation. Et on a raison de le considérer. Mais l'expression anti-arabe, anti-musulman, anti-islam ne vous met pas au banc de la société. Au contraire, on assure votre promotion, y compris sur le service public, puisque Laurent Ruquier, de 2006 à 2011, l'a employé. Tout de même, il faut que les médias s'interrogent sur cette responsabilité-là. À quoi ça sert de dire qu'il ne faut pas être raciste si on assure la promotion de quelqu'un qui est objectivement raciste puisqu'il est condamné par la justice? Éric Zemmour commence sa carrière dans le service public en 2006 avec l'émission de Laurent Ruquier, après avoir produit un livre qui s'appelle Le Premier Sexe, qui est misogyne, mais qu'est-ce que c'est la misogynie? C'est difficile à définir, mettons. Mais qui est objectivement homophobe. Parce que Éric Zemmour, dans Le Premier Sexe, explique que si l'homosexualité croît en France, je ne sais pas si elle croît, l'homosexualité c'est une donnée permanente, enfin, bon. Si elle croît en France, c'est parce que la société, depuis mai 68, a été gagnée par les valeurs féminines. Alors, ça suggère que l'homosexualité est le produit d'un dérèglement social. Ce qui est dans le livre de Zemmour, ce qui est totalement contradictoire avec les observations que chacun peut faire des sociétés, des individus, que ce soit des psychiatres, la psychanalyse, des romanciers, des universitaires. L'homosexualité, elle est le fait d'une force, d'une attirance qui s'impose à un individu, qui est attiré par quelqu'un du même sexe. Ça n'a rien à voir avec des dérèglements sociaux, l'homosexualité. Parce que c'est cette analyse qui fait dire que l'homosexualité est le produit d'un dérèglement, qu'on en fait une maladie ou un délit. Or, nous avons heureusement, mais récemment, il y a 30 ans, 40 ans, abandonné ces idées-là. Et Éric Zemmour les remet au goût du jour en 2006 dans son livre Le Premier Sexe, et le voilà embauché à la télévision française. Qu'est-ce qu'on dit de nous-mêmes quand on fait ça? Mais que nous n'avons aucune répugnance à l'homophobie. Et donc nous assurons la promotion d'Éric Zemmour, qui, à mi-chemin entre la conviction et le marketing, abandonnera un peu son discours misogyne et homophobe pour l'axer principalement sur le racisme anti-musulman. Bon, c'est pas glorieux tout ça. Hein. Et alors, moi, et les représentants des médias qui ont assuré la promotion d'Éric Zemmour, ce serait bien qu'ils s'expliquent un peu sur ce qu'ils ont fait. Moi, j'avais une question sur qu'est-ce que pense Marine Le Pen actuellement, et je me suis dit qu'il y aurait 2 hypothèses, parce que d'un certain côté, Éric Zemmour lui pique sa campagne, enfin l'empêche peut-être au second tour, et est-ce qu'elle veut pas penser que d'une certaine façon, Éric Zemmour ferait une sorte de rabatteur pour elle pour le second tour, en captant un électorat de droite qui jusqu'à là ne votait pas Marine Le Pen, et que avec une alliance au second tour, cet électorat qui n'aurait jamais voté pour Marine Le Pen sans lui, pourrait voter pour elle. Vous n'avez pas tort. Les stratégies politiques, comme la situation nous déstabilise un petit peu, les stratégies politiques les plus curieuses peuvent être développées. Et puis après tout, d'une nécessité, essayons de faire une vertu, puisque Zemmour existe, peut-être nous amènera-t-il des électeurs si Marine Le Pen est avant lui au premier tour. Mais sur Marine Le Pen elle-même, moi je trouve que l'irruption d'Éric Zemmour l'a ringardisée, dévitalisée. J'ai toujours eu un regard compatissant sur Marine Le Pen. Je n'ai jamais vu une femme heureuse de faire de la politique. Elle en fait un peu par devoir.
par devoir familial, parce qu'il y a l'héritage. Vous savez, Marine Le Pen, elle est dans sa situation d'une famille qui hérite d'un château avec 372 pièces, et bon, voilà, on le vendrait bien, on le casserait bien, enfin voilà, il nous est tombé dessus, on doit l'entretenir. Et elle n'a jamais été heureuse, et le dernier avatar qui s'appelle Zemmour, ça la renvoie à une vie, je pense, intimement. Elle doit se dire qu'elle vit une vie qu'elle n'aime pas vivre, et qu'elle est obligée de continuer à faire semblant d'être heureuse d'être candidate à l'élection présidentielle, alors qu'à mon avis, elle n'a aucune envie d'être présidente. Mais elle est candidate. Voilà. Mais à votre avis, parce que on pourrait se demander quelle stratégie elle peut faire, parce que là, elle est un peu le cul entre deux chaises. Je pourrais lui proposer une stratégie, Oui, moi, c'est par ça. votre intermédiaire. Voilà. Arrêtez tout. Arrêtez tout. Et dites, je vais voter Zemmour, et je m'en vais me reposer 6 mois aux Bahamas. Voilà. Ciao. Parce que elle est entre deux stratégies, parce que par exemple, Collard est allé voir Zemmour, je crois que c'était avec Robert Ménard. Collard, Ménard. Voilà, tous ces gens. Mais ils vont tous le trahir. Si Éric Zemmour est devant dans les sondages, ils la trahiront tous. Robert Ménard a dit longtemps, elle est nulle. Elle sera jamais élue, elle est nulle. Elle sera jamais présidente de la République. Et puis il négocie 3 cantons à Béziers. Il négocie que le Rassemblement national ne présente pas 3 candidats contre les siens. Et il dit, moi je vote Marine Le Pen. Hein. Et puis maintenant qu'Éric Zemmour est là, il dit, en février, il faut que l'un des deux se retire pour l'autre. Hein. C'est la politique dans ce cas-là de plus désolant. Et de conseil à Zemmour, vous dire qu'il arrête de dire que Pétain a sauvé les Juifs s'il veut avoir une chance d'être président. Oui, alors évidemment, oui, c'est ça, oui. Parce que là, il se flingue lui-même. Il est en train... absolument. Mais il est... Pourquoi il fait ça alors? Idéologue. Ouais. Peut-être aussi par l'idée que l'histoire de France ne se divise pas. Tout est bien. Les Français ne peuvent pas avoir fait des horreurs dans leur histoire. Et je pense que c'est très fort chez lui. Moi, je pense que, par exemple, la conquête de l'Algérie et l'exploitation de l'Algérie sont honteuses, aux antipodes de ce qu'est la France. Mais lui défend tout ça. Et Pétain, ça fait partie de ce raisonnement. La France ne peut pas mal faire. Pour des raisons qui tenaient à l'installation de la République, parce que il y a des antécédents dans ce débat. Clémenceau disait il faut prendre la Révolution comme un bloc. Mais nous, aujourd'hui, on peut prendre la Révolution autrement que comme un bloc. 1789, la Déclaration des droits de l'homme, c'est très bien. Mais la terreur, c'est pas bien. La Vendée, c'est pas bien. Couper la tête du roi, c'est pas bien. Enfin, on peut le dire, parce que la République est installée. On peut prendre du recul par rapport à l'histoire. Donc dire que Pétain est un salopard, on peut le dire. Hein. Mais c'est assez étonnant parce que dans les idées d'Éric Zemmour, on a l'impression qu'il reste dans la position du polémiste. Par exemple, l'histoire des prénoms. On n'imagine pas un candidat à dire ça. C'est beaucoup plus une idée de polémiste, d'agitateur. Même Jean-Marie Le Pen des années 80, même les plus radicaux c'est une idée de polémiste, pas une idée de candidat. Oui, on dit ça. Est-ce qu'on a raison de dire ça? Moi, je le pense aussi, comme vous, mais lui, son calcul est différent. Lui, il le dit d'ailleurs, hein, donc il faut l'écouter. Je ne serai pas un homme politique comme les autres. Donc, cette promesse-là, il l'identifie en paraissant s'entêter sur certains thèmes. Le commentaire va dire, mais il se fait du mal. Mais je pense que le commentaire n'a pas forcément raison. Je crois que les gens s'en foutent. Tant qu'Éric Zemmour clamera très fort qu'il y a trop d'Arabes en France, après il peut se foutre à poil, c'est pareil, ça n'effraiera pas un électeur. Aucun problème. Je pense que ça, il l'a compris, Zemmour. Et est-ce qu'il a tant de points communs que ça avec Trump? Parce que c'est ce qu'il rêve. Mais est-ce que il n'y a pas tellement de points communs en fait? Non. C'est pas similaire du tout. Bon, c'est pas similaire. La seule similitude, c'est qu'on n'imagine pas Éric Zemmour à l'Élysée, pas plus qu'on imaginait Trump à la Maison Blanche. Mais voilà, on a tort, puisque Trump a été à la Maison Blanche. On n'a pas rêvé, il l'a été. Après, sur les parcours, non. Trump était un personnage grossier, inculte. Je dis pas qu'Éric Zemmour est cultivé, parce que je me demande, mais bon, il a lu 1 ou 2 livres, visiblement. Écoutez, Jean-Michel Avati, merci beaucoup. Merci à vous. On a fait le tour de la question. Ah, comme vous dites. Merci beaucoup. Merci d'avoir accordé autant d'attention à ce que j'ai pu écrire ou dire. Ah non, mais c'était avec joie. Alors, on va parler de 3 livres. Tout d'abord, Mon service militaire. Vous racontez votre enfance, vous étiez plutôt timide, vous disiez que vous buviez même pour éviter, oublier vos complexes. J'ai bu beaucoup. Ah oui, et on vous appelait, on disait, toi tu peux fumer sous la douche. C'était
la chose gentille que me disaient mes copains à l'époque. Hein. Mes copains d'adolescence. C'est cruel l'adolescence. Vous avez arrêté de boire? Et j'ai arrêté de fumer. D'ailleurs, c'est assez amusant parce que ça permet de voir le rapport des politiques avec l'alcool. Parce qu'à l'époque, Pierre Mendès France avait trinqué avec un verre de lait. Et tout le monde s'est moqué de lui. Aujourd'hui, ça paraît normal, non? Oui, c'est sûr que le rapport à l'alcool, dans les années qui étaient celles de mon adolescence, n'est peut-être pas celui d'aujourd'hui. On conduisait bourré, ça ne choquait personne à l'époque. Mais moi, j'ai conduit vraiment bourré. On mettait du calva dans le biberon. Non, pas dans le biberon, mais dans les verres, tout simplement. Non, dans les biberons, on n'allait pas jusque-là. Mais oui, il y a des périodes où la tolérance à l'alcool a été trop importante. Alors, vous parlez de votre mère, vous dites dans La liberté de ma mère, était la plus révolutionnaire de la famille, et vous êtes l'enfant d'un miracle, mai 68. Alors, moi, je suis né et j'ai grandi au Pays Basque. Et dans les années 60, le patriarcat, c'est-à-dire la voix prépondérante des hommes, était le modèle unique. Et dans ces années-là, mai 68 n'est que la fin de ce mouvement. Dans ces années-là, les individus cherchent à s'émanciper de la religion, du patronat, et les femmes cherchent aussi à s'émanciper. Elles veulent disposer de leur corps et elles veulent être aussi libres que le sont les hommes. Et ma mère a fait ce que de multiples femmes ont fait dans ces années-là. Elle a cherché sa liberté. Pour elle, c'est notamment passé parce qu'elle était révolutionnaire sans le savoir, sans théoriser tout ça. Karl Marx, je pense qu'elle ne savait même pas qu'il existait. Elle a passé son permis de conduire. Ce qui est une manière d'être libre. Et elle l'était elle n'avait plus besoin de personne pour que son corps se déplace selon ses envies. Et la voiture qu'elle a achetée pour vivre cette liberté-là lui permettait d'aller au travail toute seule, plutôt dans une voiture protégée du vent que sur un Solex où on attrape la pluie. Elle faisait les courses pour la famille, ce qui n'est pas très gratifiant, mais enfin voilà. Elle avait des amants. Et avec et avec sa voiture, elle allait voir son amant. Et ça, c'est révolutionnaire. Et alors vous dites quelque chose se cassait, loin là-bas, qui me concernait, j'en étais sûr, sans que je ne parvienne à faire un lien entre ma vie et ces événements. C'est vrai. On voit, moi je voyais à la télévision ces agitations dans la rue, dans les rues de la capitale, donc c'était loin, et je ne savais pas pourquoi, mais je savais que ça me concernait. Je savais que les gens qui mettaient ce désordre, qui choquaient beaucoup dans la campagne où j'étais, parce que ces jeunes-là se confrontaient aux policiers. Alors pourquoi, comment, est-ce que c'est acceptable? Ce sont des jeunes cons. Mais je savais quand même qu'ils faisaient quelque chose qui changeait ma vie. Je l'ai compris bien après. Et alors il y avait le cinéma qui arrivait aussi, qui était ressenti comme un plaisir coupable. Pourquoi? Ah, parce que aujourd'hui c'est difficile de retranscrire l'état d'esprit de l'époque. Mes parents étaient des gens attachés à la terre, pas attachés au sens sentimental, mais pratiquement au sens physique. Leurs parents la cultivaient, ils souffraient pour que tout le monde puisse manger. Et donc se retrouver dans les années 60 avec du temps libre, ne pas savoir quoi faire de ce temps libre, avoir, puisqu'ils avaient ils avaient quitté la terre et étaient salariés d'une usine, la possibilité de bénéficier d'un week-end, donc d'aller au cinéma, c'est quelque chose qui est bouleversant dans une vie qui jusque-là, et qui concerne plusieurs générations, était vouée au travail et uniquement au travail. Et ce loisir-là, le cinéma, rentrer dans une salle, perdre du temps, c'était un plaisir coupable. C'est la première fois que vous voyez la mer à Viodos, c'est au cinéma. Oui. Ouais. C'est un film sans doute de Gérard Houry, je n'en suis pas sûr, qui doit être Le Corneau, oui, c'est Gérard Houry qui a tourné ça, avec De Funès, et c'est la première fois que j'ai vu la mer, quelque part, donc là sur un écran, et moi qui n'étais qu'à 80 km de la mer, j'ai dû attendre 17 ans pour la voir vraiment, c'est-à-dire se déplacer en voiture de Moléon jusqu'à Saint-Jean-de-Luz, 80 km, et là j'ai vu la mer en vrai. Donc, nos vies étaient bornées, étaient géographiquement bornées. Oui, vous disiez, mais je ressentais au très fond de mes intestins les incertitudes de celui qui ne possède aucune culture, ne sait rien du monde et des mouvements, des filles et de leurs émotions, de la politique et de ses subtilités, de la culture et de ses richesses. Le monde se résume à Viodos. Eh oui. Quand on habitait dans ces années-là, dans un lieu donné, donc Viodos,
On ne sortait pratiquement pas des limites du canton. On était capable à l'oreille de distinguer celui qui venait du canton voisin. Parce qu'il avait une manière de parler qui n'était pas la nôtre. Et donc on disait que l'autre avait un accent. Et alors, sans avoir bien conscience que vous avez fait nous-mêmes un nous bouquin en sur avions. les accents d'ailleurs. Et oui, absolument. D'ailleurs, vous arrêtez les études à 14 ans. Vous tenez l'épicerie la semaine qui devient un bar le week-end. Vous êtes épicier la semaine et barman le week-end. Oui, alors, vous savez, dans les villages, le commerce, c'est le lieu où, en fait, tout le monde vient, mais pas pour les mêmes raisons. Certains venaient à l'épicerie pour voilà, acheter de quoi manger, et d'autres venaient, parce que le bar était aussi ouvert la journée, mais d'autres venaient pour faire la fête et boire de manière inconsidérée et considérable, surtout le week-end. Et comme il y avait dans le village où j'étais, il y avait une ville à côté, une ville de 5000 habitants, où s'était développée une industrie de la sandale, se mélangeait au bistrot deux cultures. Une culture paysanne, parce qu'évidemment ce canton-là était essentiellement agricole, et une culture ouvrière. Et droite et gauche, conservateurs et révolutionnaires, emplis tous d'une dose d'alcool complètement déraisonnable, pendant tout le week-end, refaisaient le monde en s'engueulant, voire parfois en se tapant dessus. Ça a disparu, ça ? Oh, avec cette brutalité, j'allais dire, cette violence, je pense un peu. Si ça existe encore, je ne suis pas mécontent de ne pas le voir. Et pour moi, ça a été, je crois, l'équivalent des cours de Sciences Po. C'était un peu moins policé, mais c'était tout aussi formateur, je pense. Alors, maintenant, on va parler du service militaire et vous parler de ce paradoxe. C'est-à-dire qu'en même temps, vous êtes convaincu de l'inutilité du service militaire et en même temps, vous dites, sans celui-ci, je serais passé à côté de ma vie. Ça, c'est un paradoxe individuel. Ouais. Oui. Ouais. Si le service militaire, moi j'ai essayé de me faire réformer, ne m'avait pas happé, tiré du canton, j'y serais encore. Ou je serais mort de cirrhose. Enfin, l'avenir aurait été dessiné comme ça. Mais là, les militaires m'ont obligé à sortir. Et donc, du coup, quand j'ai compris que je ne serais pas réformé, j'ai essayé de me faire pistonner pour aller à Tahiti. Oui, c'est ça. Évidemment, on m'a envoyé à Cherbourg. Ça a fait l'administration. Vous avez été chauffeur. Française est faite comme ça. Ouais, je conduisais une 4L. Et du coup, puisque j'étais parti de chez moi, eh bien, je n'ai plus envie d'y revenir. Et on vous propose de rejoindre Toulon en bateau quand vous êtes... Pas en bateau, mais de rejoindre Toulon. Oui, de rejoindre Toulon. Pour grimper sur un bateau. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que quand j'étais... Le premier jour où je suis arrivé à Cherbourg, puisque je voulais aller à Tahiti, c'était un jour de mars 1978. Il pleuvait, il y avait un sale crachin, il y avait du brouillard, il faisait froid. Et la première chose que j'ai faite quand j'étais à Cherbourg, dans l'arsenal de Cherbourg, au centre automobile principal, j'ai été voir le commandant du centre automobile auquel j'étais rattaché, parce que mon seul diplôme était un permis de conduire, donc il m'avait mis chauffeur à Cherbourg. Bon. Et j'ai été voir le commandant et je lui ai dit, si je reste ici, monsieur, je me suicide. Donc, je crois qu'il a eu un peu peur, parce qu'il s'est dit, si ça se trouve, il est sérieux. Et donc, ils m'ont calmé un peu, ils m'ont dit, vous ne resterez pas trop longtemps ici, on va essayer de vous envoyer ailleurs, un peu plus au soleil, donc Toulon. Et à Toulon, vous êtes allé où avec la marine ? Alors à Toulon, on a été, j'ai été affecté sur un escorteur d'escadre. Enfin, ça escorte une escadre, j'imagine. Enfin, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Il y avait un sonar très sophistiqué pour essayer de repérer les sous-marins sous la mer. Et on a été à Tunis, on a été à Istanbul, on a été aux Baléares, je ne sais plus exactement où. Et je crois que c'est à peu près tout, mais pour quelqu'un qui venait du Pays Basque, c'était énorme. Ah oui, on va parler aussi du ridicule de ce que vous faites durant le service, c'est notamment le manque d'argent. Alors comme il y a un manque d'argent, par exemple dans les trucs de tir, où vous appreniez à tirer, vous faisiez pim, poum. Alors ça c'est pendant les classes, un jour, donc les classes se font à Ourtin, à côté de Bordeaux, pour ce qui concernait la marine nationale. Maintenant je pense que ça n'est plus pareil, la base d'Ourtin a fermé. Et donc un matin on nous dit, maintenant, ce matin... C'était 3 semaines de classe, d'apprentissage en quelque sorte. Ce matin, nous allons nous exercer au tir. Et donc, on marche pendant 1 kilomètre ou 2 dans les dunes. Et on arrive à un endroit. Donc, effectivement, il y avait des cibles qui étaient disposées. Et on nous montre des fusils qu'on va mettre à notre disposition. Mais du fusil, il ne reste que la crosse. Et sans doute le canon. Mais on a enlevé la culasse et on a enlevé la gâchette. Parce que de toute façon, il n'y a pas d'argent pour payer les balles. Et donc, vous devez épauler, viser la cible, faire poum, et donc vous avez touché la cible.
Et vous êtes un excellent C'est tireur. merveilleux. Et voilà comment l'armée française formait ses soldats. Et- Quand vous voyez ça, vous vous dites, bon, peut-être que je perds pas mon temps, mais je suis pas sûr de le gagner non Vous plus. dites c'est ridicule mais essentiel. Oui, parce que ridicule, j'ai pas la peine Mm. d'insister, la scène décrite, le monde tracé, essentiel parce que voilà, on est des militaires et il faut bien qu'on s'exerce au maniement Mm. des armes, même si s'il n'y a pas de balles et s'il n'y a pas de gâchette pour tirer. Vous décrivez aussi votre arrivée à Paris. Vous dites je suis arrivé par le train du petit matin à la gare d'Austerlitz un jour d'octobre 87. J'avais 29 ans passés, je ne connaissais personne dans la capitale et je voulais devenir journaliste politique. Alors ça, c'est plus tard. c'est bien hein. après. Oui, Oui, bien après, parce que en fait, après le service Mm. militaire, j'ai vendu des voitures et j'étais garçon de café. Mhm. Un peu confit dans l'alcool, je me suis dit que si je continuais comme ça, je mourrais jeune. Vous êtes passé Donc- par Lourdes. Alors, j'étais garçon de café à Lourdes. Et c'est à Lourdes que j'ai décidé d'arrêter les conneries, pour le dire assez simplement, même si tout ça n'était pas clair dans ma tête. J'ai passé l'équivalent du bac. J'ai fait des études de droit, j'ai fait une maîtrise de droit. Et c'est pendant les études de droit que j'ai conçu le projet d'être journaliste. Et donc, en 87, je suis arrivé à Paris avec la ferme intention de devenir non pas journaliste, mais journaliste politique. Et le premier que vous avez croisé, je crois que c'est Doménac, non Jean-Marie Doménac. Non, le premier que j'ai croisé, c'est Jean-Marie Colombani. Ah oui, voilà, c'est ça. Qui était rédacteur en chef chargé du service politique au Monde. Alors moi, évidemment, je lisais Le Monde, colombaniste, et il avait accepté de me recevoir. Mhm. Il n'avait pas grand-chose à me dire, mais il m'a reçu gentiment, et j'ai monté, alors ça, vous, ça n'évoquera rien, mais le siège du Monde était boulevard des Italiens, c'est le Mhm. siège historique où le Monde s'est installé après la Seconde Guerre mondiale, et j'ai monté un escalier, il y avait les unes, alors il y avait Staline est mort, il y Mhm. avait d'autres unes spectaculaires, on montait l'escalier, on voyait tout ça, enfin c'était le paradis ou quelque chose qui y ressemblait, quoi. Alors, d'ailleurs, vous dites que l'élection de Mitterrand vous a donné envie de militer. Oui. Est-ce que c'est pas la seule fois où vous avez voté, non Non, alors en fait, en 81, j'ai pas voté. Ah oui. J'étais garçon de café, mais quand j'ai vu, le soir où j'ai vu Mitterrand élu, pour moi, ça a été quelque chose d'important. Mhm. Non pas que j'étais révolutionnaire et socialiste, mais je me disais que des choses pouvaient changer, que la vie, donc ma vie, pouvait changer. Mhm. Ça a été pour moi une période importante. Et c'est là que j'ai conçu à la fois le projet d'arrêter les bêtises et de reprendre des études, et comme une annexe de l'université, Mhm. finalement, je me suis inscrit au Parti Et alors là, socialiste. vous dites que vous ne vous sentiez pas à votre place. Non, j'ai jamais eu l'esprit Ouais. militant. Vous avez J'ai fait jamais combien de eu temps l'esprit- militant J'ai été 4 ans militant. Ah oui, quand même. 3 ans, 4 ans. Mhm. En fait, j'étais dans une section, à la section de l'université de Pau, Mhm. entre camarades socialistes, on passait notre temps à s'engueuler, parce que la section était dirigée par des chevènementistes, qui étaient d'un sectarisme épouvantable. Alors, ils voulaient tout nationaliser, tout planifier. Moi, je trouve que c'était des conneries. Enfin, voilà. Donc, on a passé notre temps à s'engueuler. Mais j'ai appris à parler de la politique. Les chevaliers de Mantis sont sectaires Ah, là, en tout cas, ceux que j'ai rencontrés, moi, oui, terriblement. Mais en même temps, ils étaient sectaires. Pourquoi? Parce que c'était une section, il y avait 20 membres. Mm. Il n'y avait pas un enjeu colossal. Mais ils contrôlaient la section. Et donc, ils étaient sectaires parce qu'ils voulaient contrôler, préserver leur situation de pouvoir. Donc, moi, dans la section, j'étais dans la minorité. Donc, j'étais maltraité. Et comme, dans mon souvenir, peut-être que je l'exagère, je parlais quand même beaucoup. Et donc, j'étais tout le temps en conflit avec le secrétaire de section qui m'a semblé être un sectaire affreux. Mais probablement l'était-il, d'ailleurs. Et vous colliez des affiches, vous faisiez du boitage, du Non, tractage j'ai jamais collé d'affiche. Non. Non, non. J'ai jamais collé d'affiche. Non, je suis trop snob pour ça. Et pourquoi vous n'avez plus jamais voté après? Alors après, j'ai voté, puisque j'ai voté au cantonal de 82, C'est précis. oui, au municipal de 83, aux élections européennes de 84 et aux élections régionales de 86. Ce sont les 4 élections où j'ai voté dans ma vie. Mm. Et après, donc 81, parce que j'étais un peu perdu, j'ai pas voté, et 88, quand se sont présentées de nouveau l'élection présidentielle, quand s'est présenté de nouveau l'élection présidentielle, je n'ai pas voté parce que là, j'avais le projet d'être journaliste politique. Mm. Et ma manière d'être journaliste, je ne cherche à en convaincre personne, c'est de ne voter ni pour ni contre qui que ce soit. Mm. Pour ne jamais être confronté à quelqu'un en tant que journaliste, pour qui j'ai voté ou contre qui j'ai voté. Et donc, du coup, depuis l'élection présidentielle de 1988, je vote blanc. Ah, vous votez blanc Tout quand le même. temps. Ah oui, d'accord. Je vote, je vais voter, mais je vote blanc, tout le temps, tout le temps. Même tout au le temps. second tour en 2002. Même au second tour, Jean-Marie Le Pen, Chirac, j'ai voté blanc.
Et si par exemple au second tour de 2022, il y avait une opposition entre Emmanuel Macron et Éric Zemmour, Éric Zemmour qui me semble être l'abomination la plus absolue on va en parler. que le système démocratique est fabriqué depuis la Deuxième Guerre mondiale, eh bien je voterai blanc. Alors maintenant, juste comme transition avant votre dernier livre, votre meilleure et votre pire interview, c'est assez amusant. Votre meilleure interview, c'est le 1er avril 2007, Oui, où avec Sarkozy, vous dites sculpté comme un athlète par les mois de campagne, incroyable. terrible, oui. C'est un grand jury donc sur RTL en association avec Le Figaro et LCI. C'est une émission d'1 heure et Nicolas Sarkozy est costaud, très costaud, fabriqué par des années de pré-campagne électorale et puis des mois de campagne électorale. Et je pense que là, nous avons été bons parce qu'on avait un champion du monde en face de nous. Et c'est une émission qui m'a laissé un souvenir très fort. Vous dites qu'il est très méchant. Sarkozy ? Ouais. Ah ouais, il peut être très... Il est tellement égocentrique, tellement persuadé que celui qui n'est pas avec lui est contre lui, tellement peu intelligent dans la perception des êtres humains que ce qui domine chez lui, quand on n'est pas son affidé, c'est la méchanceté. Alors, votre pire interview, ça c'était Collard, qui venait d'être élu député, et qui ne s'était pas réveillé. Enfin, il n'était pas réveillé. Si, il s'est réveillé, il est venu. Il n'était pas réveillé. Je lui pose une question, je ne sais plus laquelle, donc, et la réponse est interminable. Enfin, j'essaie de le couper, et je lui dis, mais enfin, vous n'êtes pas dans un prétoire ici, vous êtes un journaliste, une question, une réponse, quoi. Enfin voilà. Et j'ai pas pu me dépêtrer de la première question avant la 6e minute, l'interview en faisant 7. Donc, je lui ai dit, enfin c'est n'importe quoi. Avant de rendre le micro, je lui ai dit, écoutez, réfléchissez, vous êtes devenu député. Vous n'êtes plus un avocat qui devait bassiner le président de la cour pour qu'il acquitte votre client. Voilà, faut se comporter autrement, quoi. Voilà. Et après, vous n'avez pas fait une émission de Collard pour la promo de... Oui, parce qu'alors Collard a lu mon livre La liberté de la mer, ça. et il l'a beaucoup aimé. Et Gilbert Collard, pour être honnête, je ne sais pas ce qu'il faut avec les fachos, ça c'est son problème, mais c'est un personnage assez attachant. Et un homme amusant. Donc j'ai été dans une télé de droite, d'extrême droite, des moches, hein. Mais on a fait une émission rigolote. Est-ce que finalement on pourrait penser que Collard n'a aucune idée, il aurait pu être ailleurs, et il s'en fout complètement? Je pense qu'il a un peu ce tempérament anarchiste. Ouais. À très bientôt, salut et fraternité. C'est très bien. Salut et fraternité, ça vient d'où? Est-ce qu'on sait ça? De Danton. Il y avait. Vous savez, moi ça me gêne pas. J'ai vu les larmes aux yeux, les nouvelles ce matin. 20% pour l'horreur, 20% pour la peur, ivre d'inconscience, tous fils de France, au pays des lumières, amnésie suicidaire. Qu'on fera, pour le point qu'on a levé, pour celui qu'on lèvera, pour un idéal, pour une utopie. Allons, marchons ensemble, enfants de la patrie, fils de France. Ça pour baisser la tête, ah oui, ça t'aime bien les minutes de silence, fils de France. Ta peine hier et déjà tu brandis le drapeau de l'ignorance, fils de France.
pendu. Y a ces drapeaux qui flottent et des hymnes dessus. Et puis y a toi mon frère, oui toi qui n'y crois plus. Et puis y a nos prières et nos causes perdues. Honte à notre pays, honte à notre patrie, honte à nous la jeunesse, honte à la tyrannie. Honte à notre pays, revoilà l'ennemi. Allons, marchons ensemble, enfants de la patrie. Nous sommes